Quand mes étudiants ont fait leurs différents travaux, le mémoire de maîtrise et moi-même fait mes travaux de terrain, j'ai eu évidemment le souci de faire que ça ne reste pas sur les rayons d'un placard avec une maîtrise que personne ne regardera jamais. Donc je me suis attelé à une tâche qui a été très agréable et un peu difficile, c'est de demander à chacun des étudiants de rédiger un résumé ou un texte que j'ai beaucoup repris. Je dois dire, je ne me suis pas gêné pour faire des tas de réécritures de manière homogénéise cela. Et nous avons fait un ouvrage collectif que j'ai intitulé L'archipel inachevé. Alors, d'abord, je dois dire que ce titre a eu beaucoup de succès, beaucoup d'impact. Patrick Chamoiseau, un écrivain antillais, disait il y a quelques années un colloque sous le titre L'archipel est inachevé. Quant à Césaire, dans un de ses textes, il écrit « Il est temps maintenant que nous achevions notre archipel ». Parce que l'idée sous-jacente est peut-être mieux comprise par les Antillais que par l'extérieur, c'est de dire qu'il y a tout un chemin qui a été fait, mais ce chemin, je ne sais pas s'il va aller vers l'indépendance politique, mais il doit aller très fort vers l'identité culturelle assumée de façon totalement adulte. Pas l'identité culturelle secondaire, provinciale. Ce n'est pas une province, c'est une culture. Et cette culture, elle a cela de très particulier. À l'époque, on ne s'en rendait moins compte qu'elle est en même temps un véritable pionnier. La Caraïbe et les îles créoles, les pays créoles en général, cela va aussi de l'océan Indien, sont les premiers lieux où s'est expérimentée la rencontre de sociétés et de cultures dont les rencontres étaient totalement improbables aux yeux de la géographie. Et que ces rencontres, quelles que soient les conditions inégalitaires dans lesquelles elles sont faites, ont abouti à des fusions, à des confusions, et à partir de là, à l'émergence d'une forme civilisationnelle que des gens à l'époque comme Glissant, Chamoiseau, Bernabé ont appelé la créolité. Maintenant, créolité, créolisation, c'est repris par nos politiques, plus ou moins de façon sensée, mais parfois, je veux dire que j'ai été frappé de voir combien les gens chez nous étaient ignorants quand un homme politique important a employé le terme de créolisation à juste titre, il s'est fait moquer de lui. Parce que les gens ne savent pas ce que ça veut dire. Cela veut dire l'intégration, fusion vers une homogénéité de ce qui était auparavant disjoint. La capacité des sociétés créoles, c'est de fabriquer une unité à partir de fragments hétérogènes. Et ces fragments hétérogènes se retrouvent dans la vie matérielle, dans la vie linguistique, dans la vie culturelle, dans la vie sociale. Et cette nouvelle homogénéité est véritablement l'émergence d'une société qui, à son tour, crée son autonomie. Il y a d'autres sociétés qui sont formées comme ça. La société anglaise, la société malgache. Il ne faut pas oublier que s'il y a beef et d'autres mots en anglais, et qu'il y a une dualité de ces mots, entre le mot noble d'origine normande et le mot saxon, c'est pas par hasard que la dimension javanaise, indonésienne de Madagascar face à la dimension africaine se sont fusionnés en partie et qu'il existe dans toutes ces créolités-là encore des traces des anciennes sources, plus ou moins parfaitement intégrées. Et les Antilles sont un exemple de cette dynamique. Et c'est à partir de là qu'elles sont riches, et faire comprendre ça et l'enseigner à ses étudiants, c'était pour eux non seulement une révélation, mais une respiration. Dans le sens profond du terme, ils étaient restés longtemps en plongée sous-marine sans pouvoir respirer,
ils retrouvaient l'air de la vérité. Et cela leur donnait un épanouissement. Je l'ai vraiment senti. Si bien que les politiques indépendantistes, mais les autres aussi, l'acceptaient. J'ai eu la chance de pouvoir être bien, je dois dire, aussi bien avec des gens de droite que des gens de gauche, et notamment à la Réunion, où Paul Vergès m'a beaucoup soutenu, pendant que les gens de la société, de la Chambre d'agriculture qui était aux mains des planteurs, m'invitaient chez eux aussi. Parce qu'on leur apportait un regard qu'ils ne contestaient pas, dans lequel ensuite ils essayaient d'ajuster leur position, mais qui était autre chose que le regard standardisé, automatique, issu de modèles extérieurs. Déjà, le regard partait de leur modèle, de leur réalité. Et ça, je crois que c'est le cas de l'emploi. Alors, sur les Antilles, je peux dire que c'est là que je sens qu'on a... Alors, avec mes élèves, on a fait donc ce livre, L'archipel inachevé. Parallèlement là, à ça, pour faire connaître les travaux sur les Antilles qui étaient issus du monde nord-américain, j'ai fait des traductions de principaux auteurs dans un petit livre qui s'est appelé Les sociétés antillaises et qui a servi en quelque sorte de lancement d'une pensée anthropologique élargie en dehors de la pensée française. Et ça aussi, ça a eu pas mal de succès sur place, en tout cas. Et on l'a édité au Centre de recherche Caraïbes. Et alors, ces travaux sur la Martinique et sur la société de plantation se sont appuyés aussi sur un travail que j'avais fait qui consistait à comparer différents niveaux sociaux de la plantation, selon une typologie qui va de la plantation familiale, c'est-à-dire la canne à sucre, à différents niveaux de concentration, d'importance. Je passe sur les détails. Et pour le visualiser, avec un ami géographe, Christian Crabeau, nous avons arpenté toute la Martinique pour faire connaître les limites de toutes les propriétés de 100 hectares et plus. Alors c'était un travail très agréable. Nous avons arpenté, lui il relevait et cartographiait, nous interrogions pour savoir qui était propriétaire des différentes propriétés, qu'est-ce qu'ils cultivaient, etc. Et sur les 1000 km de la Martinique, nous avons tout relevé et nous avons publié une carte des exploitations agricoles de la Martinique en 1960, qui est devenue un document historique. Nous avons fait une réédition il y a 7 ou 8 ans, qui est partie à des centaines d'exemplaires sans problème. Je veux dire que c'est le travail qui nous a le plus rapporté, parce que cette carte, on en a tiré plusieurs milliers d'exemplaires, c'est tout vendu sur place, ça a été dans toutes les écoles, tous les propriétaires terriens. Si bien qu'on a reçu il y a 2 ans la proposition pas du gouvernement, de la Martinique, de faire une édition détaillée de cela. Et fragmenté, ils ont fait un très joli livre édité par la communauté là-bas avec l'appui des archives, sous la conduite d'ailleurs de Dominique Taffin, qui était archiviste de la Martinique et qui maintenant, dans le superbe hôtel de Crillon, préside le comité de la mémoire de l'esclavage. Et Dominique Taffin, qui est une archiviste d'origine martiniquaise, qui avait fait une thèse d'école des chartes sur une chose liée à la santé, que j'avais donc eu l'occasion de conseiller à ce moment-là, il y a fort longtemps, et qui a fait une belle carrière à ce niveau-là, a été celle qui nous a poussé, qui a obtenu les moyens pour faire cette édition assez somptueuse, qui est une de mes derniers bébés, si j'ose dire. Alors, donc on a fait cette série de publications. Je ne parle pas des articles, moi, et aussi de livres faits par mes étudiants. J'ai donc créé à l'Université de Montréal une collection qui s'appelait Recherche Caraïbes. La directrice des presses de l'Université de Montréal, les presses de l'Université de Montréal avaient été développées par le vice-recteur qui s'appelait, non, il n'y en a pas ici, qui s'appelait Pichet, et lui a succédé Daniel Ross.
Danielle Ross était une Française venue des milieux de la littérature, puisqu'elle avait été lectrice chez Gallimard, mais du théâtre aussi, puisqu'elle avait joué du théâtre avec Jean-Louis Barrault, une personne très, très raffinée, très cultivée, qui, en prenant la direction des presses de l'Université de Montréal, a entendu en faire une vraie maison d'édition. Elle a été assez rapidement convaincue par ce projet. Nous avons créé la collection de Recherches Caraïbes, qui a publié une dizaine de volumes, dont L'archipel inachevé, et des volumes faits par certains de mes chercheurs à partir de leur thèse. Micheline Abel, qui a fait un travail sur la question de couleur en Haïti à partir de ce qui était sa thèse, et plusieurs autres ont publié là-dedans. Jacques Petit-Jean Roger a publié un manuscrit que j'avais retrouvé tout à fait par hasard chez un libraire à Paris, et qui racontait les premières années de la présence des Français dans l'île de Grenade, écrite par un de ceux qui avaient débarqué à l'époque, et qui racontait l'arrivée à Grenade, on vient au nom du roi Louis XIV, et on vient ici pour rencontrer votre peuple, nous allons vous aider contre les Anglais qui veulent vous détruire, donnez-nous simplement un bout de terrain pour qu'on puisse installer un fort, etc. Nous installâmes le fort. Puis au bout de quelques années, les Indiens ne se sont pas entendus avec nous, et il a fallu les pourchasser. Et ils sont montés jusqu'en haut d'une montagne, et là, ils ont tous sauté dans la mer. Depuis, ça s'appelle le Morne des Sauteurs. Ça raconte tout ça très... Et d'ailleurs, ça s'appelle toujours le Morne des Sauteurs, en souvenir de ça. Alors, il y a tout ça qui est dans... Alors, Jacques Petit-Jean Roger, ça a été transcrit par notre secrétaire, Elisabeth Cronier. Ensuite, il a fait un commentaire d'identification historique de tout cela. Alors, dans cette collection, on a publié tous ces livres et toutes ces choses. Le dernier, c'est un ouvrage qui s'appelle Le Nègre dans le roman blanc. Et puis cette collection a disparu, un peu comme le Centre de recherche Caraïbes, car il a eu une fin. Il a eu une fin, c'est que j'en suis en partie responsable. J'étais directeur du Centre de recherche Caraïbes, mais la recherche aux Antilles, à un moment, je ne la faisais pas sur les Antilles, je la faisais au plus large. Je me suis dit, il n'y a pas que les Antilles, il y a tout un monde créole. Ce monde créole, on ne l'étudie pas comme une unité. Et disposant d'une année sabbatique, j'avais formulé un projet qui a été accepté au Conseil des Arts, d'établir une comparaison entre la Société de plantation de la Réunion et celle de la Caraïbe. Donc là, je suis parti pour la Réunion, je reviendrai sur tout ça parce que c'est très long, mais le Centre Caraïbes, j'avais à ce moment-là des responsables qui étaient très efficaces, Raymond Massé puis Monique Desroches, ça a bien tenu. Puis est venue la perspective du moment de mon retour en France, et du coup, j'ai quitté la direction du centre pour assurer que la transmission puisse se faire pendant que j'étais là, de manière... Et celui qui a été nommé, Joël Grégory, est malheureusement mort du sida quelques mois plus tard. Puis après, je ne citerai pas les noms, mais il y a eu des gens plus désireux d'avoir un titre de directeur que d'en accomplir les tâches, et qui ont laissé la chose péricliter. Ensuite, il a fallu renouveler le bail de l'allocation qui arrivait à échéance. Et là, il n'y a pas eu d'argument. L'Université de Montréal a dit « nous ne renouvelons pas ». Et là, le centre de Caraïbes a disparu à la Martinique. La bibliothèque a été donnée à l'Université des Antilles, et elle y est toujours. Elle est restée en caisse pendant environ 7 à 10 ans, et puis après, elle a été peu à peu utilisée. Et les locaux de Font-Saint-Jacques ont été repris par le Conseil général, qui en a fait un centre culturel avec un directeur, deux sous-directeurs, une secrétaire, deux jardiniers, etc., qui est resté longtemps sans activité, qui ensuite a organisé un centre de conférences. Ça n'a pas duré beaucoup, puis, et maintenant c'est un monument qu'on visite. Et ça a coûté, je veux dire vraiment, ça a coûté 10 fois plus cher que nous ne fonctionnions. Mais c'est pas pour... le problème, c'est de l'entreprise publique par rapport à l'entreprise privée. Nous avons fonctionné, moi et mes collègues, exactement comme un petit épicier qui vise à ne pas perdre d'argent. C'est-à-dire que le centre largement s'autofinançait. Les gens qui venaient
avait des projets de recherche, on faisait payer une pension, on logeait, on nourrissait les gens, on fournissait les repas, etc. Et puis on se débrouillait et ça a marché. Mais vous ne pouvez pas faire ça quand vous êtes dans une entreprise publique où les recettes vont à un budget général et après vous devez demander un budget de fonctionnement, etc. Et où vous pouvez faire créer des postes, surtout à la Martinique, parce qu'il y a toujours des amis d'un conseiller général qui a besoin d'un poste, mais vous ne pouvez pas avoir des budgets qui, eux... Alors, actuellement, je ne sais plus où j'en ai. Il y a eu une dernière floraison avec une jeune femme martiniquaise qui s'appelait Colleen Thompson et qui a fait vraiment merveille pour en faire pendant quelque temps ce lieu d'animation et tout ça, et qui a eu d'ailleurs l'initiative qui m'a beaucoup touché de me faire une journée d'hommage là-bas, où on m'a invité, mais alors là justement avec les budgets de l'État, c'est pas... Voyage en première classe avec ma femme, bel hôtel à la Martinique, voiture fournie, et alors une soirée complète avec un orchestre et tout ça, c'était magnifique. Et puis elle, à son tour, elle a été démise avec un changement de politique. Et elle est maintenant, elle vit au Bénin. Elle dirige le Centre culturel français du Bénin, où elle doit faire merveille, mais j'ai un peu perdu son contact. Alors, voilà comment sont allées les choses. Tandis que le Centre de recherche Caraïbes, lui, a continué un certain temps sur le plan théorique à faire du papier et tout, et puis s'est dissous. L'université a changé sa politique. Les centres de recherche apparaissaient trop concurrentiels vis-à-vis des départements. Ça a commencé par le centre de recherche mathématique. Il n'y a que le centre de criminologie comparée de Jabot qui est resté fort et vivant, et peut-être d'autres, mais le centre de droit public de Trudeau, je crois qu'il a aussi, je ne sais pas exactement. Et de toute cette dynamique, à la fois intellectuelle et sociale, je retiens la possibilité que ça a été pour moi quand même l'occasion de mes propres travaux, mes propres recherches, mais jamais vraiment en solitaire, avec le double souci que d'une espèce de besoin, je ne sais pas pourquoi, peut-être issu de la médecine, d'un besoin pédagogique, c'est-à-dire d'agir sur les autres pour leur apporter quelque chose, et puis aussi le cynisme qui fait que si vous dirigez une collection de publications, vous pouvez aussi avoir de la monnaie pour publier vos propres choses, par ailleurs, tout ce qui n'est pas publié est oublié, ce qui est publié est oublié, mais plus tard, et toutes ces choses-là, donc, accompagner la dynamique de la recherche personnelle par un dispositif social et économique aussi, qui permet à celle-ci de déboucher au maximum et d'avoir une influence par des enseignements, par des rayonnements, par des publications. Et dans la Caraïbe, je dois dire que ça a assez bien marché. Et depuis, l'anthropologie s'est implantée. Un de mes anciens élèves, j'étais dans cette thèse, Géry Létang, enseigne l'anthropologie à la Martinique. Et j'ai aussi des liens assez étroits avec quelqu'un qui est en même temps un écrivain, c'est-à-dire Raphaël Confiant, et puis avec lequel on a des correspondances presque hebdomadaires en ce moment parce qu'il est perturbé par tout un tas de choses, dont les scandales économiques qu'il y avait à la Martinique. Et donc voilà, pour l'essentiel.